Bonjour à tous. Une vingtaine de chefs d'État avaient rendez-vous à Paris cette semaine pour essayer de trouver le rebond après le Covid. Ils étaient là avec des représentants d'organisations internationales comme la Banque européenne de développement, le FMI, la Banque mondiale, etc. Une journée de discours et de palabres. Le rebond, mais sans avoir le plan de relance à 2000 milliards de dollars comme les Américains ou à 750 milliards d'euros comme les Européens. Et concrètement, il n'est pas sorti grand-chose de cette grand-messe. On a parlé des vaccins, on a parlé des brevets qu'il faut lever, on a parlé de la dette qu'il faut restructurer, encore restructurer la dette, on n'en finit jamais. Elle a grossi démesurément, cette dette publique, entre 2010 et 2020. Et depuis le Covid, elle s'est encore alourdie. Les experts nous annoncent qu'elle va encore s'alourdir dans les 3 ans qui viennent. Les Africains sont pris à la gorge. Et quel est le principal bailleur public qui étrangle donc ces économies africaines? Eh bien, c'est évidemment la Chine, et de loin, en particulier en Angola, au Congo, au Mozambique. Le Gabon, lui aussi, se prépare à demander la restructuration de la dette. Et à Télé-Sud, on a trouvé un coupable idéal, parce qu'il faut se demander à qui la faute, évidemment. Ce coupable s'appelle Vincent Robin Gaziti. Il prétend avoir un doctorat de physique-chimie, c'est faux. Il a travaillé en Afrique pour un consortium chinois. Il a construit une belle route qui ne mène pratiquement nulle part. Mais il n'a pas véritablement travaillé sur le chantier, il avait un emploi de bureau, et qui est une vie trépidante et aventureuse. Et il raconte tout ça dans un livre qu'on devrait interdire qui s'appelle « Un Français en Chine-Afrique ». C'est publié aux éditions Max Milo. Son expérience vous passionnera, que vous soyez chinois, que vous soyez africain, ou que vous soyez français expatrié en Afrique, ou que vous ne soyez rien de tout ça, mais que vous aimiez passer du bon temps à lire. Car ce livre est un remède à la déprime ambiante. C'est bien vendu, non Oui, merci beaucoup. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous n'avez pas honte d'avoir écrit ce livre ? Alors c'est une drôle de question, je m'y attendais pas. Non, j'ai peut-être des ouvrages précédemment qui pourraient me faire honte, mais celui-là, ça va, je l'assume. Non, mais vous n'avez pas bien. honte de vous moquer du monde, je vais être plus précis. Parce que vous êtes très moqueur. Oui. Bon, alors je vais être plus précis encore. Vous manifestez dans cet ouvrage qui fait 200 pages, ça se lit vite, encore faut-il les lire, 235, pardon. C'est écrit en gros caractères, ce ne sont pas des idéogrammes, ça se lit vraiment, c'est beaucoup de dialogue, vous avez le sens du dialogue. Oui, en fait, c'est tout simplement parce que je travaillais en même temps sur ma thèse et que j'enregistrais des choses qui se passaient. Donc, je cachais un petit peu des micros sur mes collègues et donc les dialogues, c'est souvent des choses que j'avais enregistrées et que j'ai pu réintégrer dans le roman. Ah, c'est un roman, mais il y a une part de vérité. C'est un récit, je dirais, mais il a été écrit en même temps qu'une thèse en sciences du langage sur le français dans les relations sino-africaines. Et donc, votre thèse de doctorat, oui. Vous l'avez passée, ça y est, vous l'avez soutenue, oui. C'est le français. Alors c'est l'impact du français sur les relations commerciales sino-gabonaises. Parfait. Dans l'ouvrage, vous êtes traducteur. Alors, oui. Vous allez nous raconter d'où vous venez et vous allez nous expliquer d'abord d'où vient ce goût des voyages. Parce que votre livre, il est passionnant, non seulement parce que vous avez le sens de l'observation, très aigu, un peu narquois, mais vous avez l'humour bienveillant d'un homme qui a beaucoup voyagé et qui n'est dupe de rien, en quelque sorte. Et vous avez toujours été comme ça, ou ce sont les voyages qui vous ont fait ainsi ? Je pense que les voyages aident. En effet, j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé par la Chine, évidemment, donc où je suis resté quelques années, le temps d'apprendre la langue. Et ce passage au Gabon intervient après un voyage à pied, donc de retour vers l'Europe, donc de Chine jusqu'à Istanbul. Et je pense qu'effectivement, ça m'a beaucoup fait. Ça forme le regard, déjà, parce que j'écrivais pendant cette période-là, et donc ça aide à mémoriser. Vous tenez des calepins ? Je tenais des carnets de route. Je tenais des carnets de route, oui. J'écrivais tous les jours à peu près une page, histoire de fixer ce que je voyais. Une page par jour, c'est la règle qu'enseignaient jadis les jésuites, et qui est une bonne hygiène mentale.
Donc pendant votre voyage, notamment votre périple de la Chine jusqu'à l'Europe, vous n'avez pas fait la route de la soie, vous avez fait... C'était les routes de la soie, si, c'est... Les routes de la soie. Vous êtes passé par où? Alors, On imagine. je suis parti de Kashgar, qui est dans le Xinjiang. Je pense que ce serait plus possible actuellement de partir de cet endroit-là. Ouais. Pour passer très brièvement au Kyrgyzstan, qui était en guerre actuellement, donc, enfin à l'époque, donc il fallait passer très vite. Ouais. Ensuite, le Tadjikistan, donc le Pamir, les montagnes à 4000 km de haut, qu'on n'avait pas du tout pris en compte. Un bon trekking, oui. Oui, ça c'est un peu critique. Et Ouzbékistan, ensuite Turkménistan, Iran et enfin Turquie. On se demande pourquoi vous n'êtes pas passé par l'Afghanistan, c'était plus simple. On l'a longé. Hein? On l'a longé. Non, mais traverser, c'est beau. Vous auriez pu, en plus, vous auriez été dans une sorte d'actualité. C'était moins exotique que de passer par le Kyrgyzstan que personne ne connaît, dont personne n'imagine que la capitale s'appelle... Bishkek. C'est un imposteur. J'étais sûr que j'avais un imposteur sur ce plateau. Bon, votre livre est formidable. Donc, ce que vous décrivez dans celui-ci, qui n'est pas la route de la soie, c'est le rouleau compresseur chinois en Afrique vu de l'intérieur. Mais, attendez, j'insiste d'abord, votre goût de la Chine, parce que vous me dites, j'ai commencé par la Chine, c'est pas si évident. En général, on va en Andorre, quand on est français, en Espagne, les Anglais vont à Jersey, les Belges vont un peu plus loin, et les Africains vont dans les pays voisins. Vous êtes allé directement en Chine. Pourquoi la Chine? D'où vient ce goût de la Chine? Alors, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un goût de la Chine, c'est plus une sensation, enfin, l'idée que la Chine, c'était l'autre. C'était ce qui pouvait être le plus loin possible de ce que je connaissais. Ils sont montés à l'envers, vous écrivez. Exactement, c'est ce que... Oui, ils sont montés à l'envers, leur écriture fonctionne à l'envers. Et donc j'avais envie de découvrir et de voir est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans la peau de l'autre et est-ce qu'on peut renverser son cerveau et voir les choses comme un Chinois. Donc c'était un peu mon but en allant en Chine. Ça s'est révélé beaucoup plus compliqué que... Plus long. Plus long et plus compliqué. Je ne sais pas si j'y suis vraiment parvenu. En tout cas, finalement, j'ai beaucoup plus appris sur la Chine en Afrique qu'en Chine. Parce que quand on est à l'étranger, on a souvent tendance à se raccrocher un petit peu aux communautés françaises ou francophones, parce que c'est déjà en Chine, j'ai expérimenté la Chine-Afrique du côté chinois, puisqu'il y avait beaucoup d'étudiants africains qui étaient dans la ville où je travaillais. Alors vous expliquez que les Chinois sont essentiellement, les Africains en Chine, pardonnez-moi, on en trouve peu dans le nord de la Chine. Ils sont tous cantonnés dans le sud, plutôt, de l'Empire du Milieu. Ils sont plus facilement à Canton. À Canton, il y en a beaucoup plus. Il y a une partie de la ville qu'on appelle Chocolate City. Alors, je ne sais pas si les concernés apprécieront. C'est très raciste. Oui, mais les Chinois sont assez racistes, peut-être. Je pense qu'on peut le dire. Alors, je le mentionne dans le livre, et puis après, je n'y vais pas par quatre chemins, parce que je pense que c'est vrai. Après, quel sens ça fait quand on n'a pas une histoire coloniale? Je pense que c'est complètement différent. Donc, c'est plus une histoire de domination qu'une histoire de... Oui, parce qu'ils sont uniformément racistes vis-à-vis des longs-nez, c'est-à-dire des Blancs, des Noirs, des Asiatiques qui ne sont pas Chinois. Il n'y a que la Chine, en fait, qui existe réellement. Il n'y a que leur univers, et le reste du monde... C'est les confins, non? C'est vrai, mais c'est aussi à mettre en perspective avec nous, la façon en tant que Français, donc on vit le monde, qui est un peu aussi la même. On parle d'universalisme, alors après je ne veux pas rentrer dans un débat trop actuel d'islamo-gauchisme ou pas, mais on peut se poser la question de cet universalisme qu'on veut promouvoir. Est-ce que c'est... Oui, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai découvert en lisant votre ouvrage les tribulations de Zheng He, c'est comme ça qu'on prononce? Ah, pardon. Donc Zheng He, qui est 15e siècle et qui donc a voyagé au-delà de la ligne d'horizon. C'est vraiment passionnant, c'est un personnage clé, alors pour deux raisons. Premièrement, c'est vraiment le basculement du monde. À cette époque-là,
quand l'empereur va interdire les voyages de Zhang He et mettre fin à sa flotte, pour vous donner une idée, un bateau, donc une jonque de Zhang He, ça fait à peu près 10 fois la taille d'une caravelle de Christophe Colomb. Et il y en a 170 qui se déplacent ensemble. Ce sont des monstres, c'est comme des porte-avions américains aujourd'hui. Exactement. Quoi. Et donc, clairement, la Chine aurait dominé le monde et le monde aurait pu être renversé si il n'y avait pas eu un bisbille entre les eunuques et les fonctionnaires mandarins. Lui-même étant un eunuque, d'ailleurs. Oui, voilà. Et alors, je dis ça comme c'était une évidence, mais je l'ai découvert en lisant Un Français en Chine-Afrique, où c'est évoqué en passant, hein, parce que votre livre n'est pas du tout un traité. C'est vraiment c'est vraiment c'est pas proprement parler un roman, c'est un récit très drôle, c'est un reportage en fait. La vérité c'est ça. C'est un reportage qui ne se prend pas du tout au sérieux, c'est un reportage vécu, c'est un reportage formidable, et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs calibré à 230 pages, pas plus. Hein. Bon, continuons quand même. Alors, donc la Chine, il y a eu des Chinois qui ont voyagé à l'étranger, mais très peu, et la rencontre de la Chine avec l'Afrique, ça a 20 ans. Alors c'est compliqué, ça commence avec Zhang He, donc du coup, et il y a un long moment où il ne se passe pas grand-chose, et on revient en gros on pourrait dire à Bandung. Après il se passe quand même des choses, c'est pas forcément très inscrit très nettement dans l'histoire, on a assez peu de sources, mais bon, on peut voir avec Ibn Battuta ou d'autres récits de l'époque qu'il y a quand même des Africains qui sont présents chez les Ming par exemple. Mais en dehors des exceptions, les grands courants, il n'y en a pas. Finalement, il y a la décolonisation, et à ce moment-là, il y a effectivement une aide de la Chine pour tous ces mouvements de libération. Et économiquement, le moment où la Chine et l'Afrique se rencontrent, c'est au tournant de l'an 2000. Hein. Alors il y a Bandung un peu avant, qui est la conférence des non-alignés. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été mis en exergue par le discours chinois comme des événements fondateurs. Il y a l'entrée de la Chine à l'ONU, soi-disant portée par les petits frères africains, etc. Donc qui sont à la place de Taïwan. Les Chinois prennent leur place au Conseil de sécurité. Hein. Bon, le processus a été vraiment très compliqué. Donc, synthétiser la formule, c'est le discours chinois. Et donc, on voit d'ailleurs que finalement, leur soft power ne fonctionne pas si mal, puisqu'on véhicule nous aussi du discours chinois, en parlant de l'arrivée de la Chine portée par les pays africains. Alors qu'en fait, c'est un deal qui a été négocié avec les Américains en même temps que la visite de Nixon à Pékin. Exactement. Tout ça, c'est l'œuvre de Kissinger. Et l'habillage, c'est comme toujours dans le monde communiste, un village Potemkin qui est dressé par les services de propagande. C'est bien fait. Exactement, c'est très bien fait. Et alors, bon, revenons encore à vous. Donc, la Chine, vous êtes de quelle région de France ? Je suis du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, la douceur angevine, exactement. Des choses finissantes. Là. Vous êtes d'Angers ? Oui. C'est un Angevin. Donc, et à Angers, on rêve de Tanger, non, vous allez directement à la Chine parce que c'est vraiment l'altérité, l'autre c'est vraiment le chinois. Et alors, vous avez pris comment pour vous retrouver un jour à l'université en Chine ? Eh bien, j'ai fait des études de professeur de français et donc je suis parti enseigner le français en Chine, qui est un parcours très classique, si vous voulez. Attends, ce parcours classique serait le chinois. Mais j'avais dans l'idée d'aller voir d'autres pays aussi. Donc. C'est la bonne idée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous n'êtes plus en Chine, vous êtes installé en Asie. Toujours aux Philippines, à Manille. Et aux Philippines, vous faites tournée. Je travaille pour l'Alliance française, je suis directeur adjoint de l'Alliance française de Manille. D'accord, vous enseignez toujours le français, donc. Je suis passé plus du côté direction, managériale, etc. Ah, vous avez vraiment une vocation de bureaucrate, hein. La vie de bureau trépidante et aventureuse. Ah, quand on a pris goût à la vie de bureau, La vie trépidante et aventureuse, c'est l'un des chapitres d'Un Français en Chine-Afrique. Hein. Je crois, la vie aventureuse des employés de bureau. Explique-moi alors, donc quand vous étiez en Chine, vous avez emprunté, vous avez fait un premier voyage et un premier livre en empruntant les routes de la soie, mais là, ce que vous nous racontez, c'est
après votre mariage, vous êtes réellement marié? Oui, oui, oui. Oui. Un petit mariage avec... Un petit mariage, on est marié un peu. Vous êtes marié un peu. Et vous êtes marié en Chine, vous n'êtes pas marié en France. Non. Voilà. Et vous ne portez pas d'alliance, d'ailleurs. Non. Et elle s'appelle réellement Bo? Bao. Bao. Oui. Ça s'appelle Baotine, mais... Bonjour Bao, j'imagine qu'elle écoute. Donc, quand vous arrivez à vous faire embaucher tous les deux, en mentant effrontément, par un consortium qui a besoin de traducteurs pour aller en Afrique. Traducteurs français, chinois. Et donc, alors, moi j'étais stupéfait quand j'ai lu votre livre. La première chose qui frappe, c'est l'incroyable assurance, du moins même pas de l'assurance, l'inconscience de ces deux candidats qui mentent effrontément à la boîte qui les recrute. Vous prétendez avoir un doctorat de physique-chimie, c'est même pas vrai. Non, mais bon, après ça, c'est les petites choses que j'ai rajoutées pour le livre. Bon, alors racontez-moi. Donc vous débarquez, un jour vous vous retrouvez, parce qu'on a un auditoire qui est largement africain et qui aime savoir qu'est-ce que pensent les Chinois qui arrivent à Libreville. Vous débarquez un jour à l'aéroport de la capitale gabonaise pour prendre vos fonctions. Comment ça se passe ? Étonnamment bien, tout se passe très bien, on vient nous chercher et puis je me demandais si j'allais devoir justifier le fait que je sois un peu différent des autres parce que je tranchais un petit peu dans le groupe et non, on m'amène au bureau, etc. Ce qui est la chose dont on ne m'avait pas parlé, en fait, que mon épouse m'avait plus ou moins caché, je ne dirais pas qu'elle l'avait caché consciemment, je sais, moi, en tout cas je ne le savais pas, c'est qu'on allait tous vivre ensemble dans la même maison et qu'éventuellement elle pourrait être envoyée à 500 km dans un chantier et que moi je pouvais être coincé dans les bureaux. Et je n'avais pas du tout imaginé qu'on allait vivre une vie communautaire chinoise. Une vie communautaire, voilà. Bon, en fait, elle n'est pas envoyée au fond de la brousse. Non, heureusement. Non, elle n'est pas sur le chantier. Elle reste heureusement à Libreville. Et vous avez donc cette vie à deux, quand même. Hein. Heureusement, oui. Et alors, comment est-ce qu'ils perçoivent, les Africains, la vie au Gabon, ces Chinois qui viennent d'un peu partout ? Alors, les Chinois, je pense qu'ils n'ont pas un... C'est assez difficile, parce que je pense que les choses évoluent beaucoup. Donc à l'époque où se passe le récit, je pense qu'il y avait un intérêt très très faible pour l'Afrique. C'était le parcours classique, on étudie le français, et puis on rêve de Tour Eiffel, de petits cafés parisiens, et puis à un moment on se rend à l'évidence que si on veut pratiquer le français et gagner de l'argent, il va falloir partir en Afrique. Donc ça c'est la vie un peu des traducteurs, enfin des étudiants de chinois, de français en Chine. Des étudiants qui ont vécu complètement en vase clos et qui imaginaient prendre le café sous la Tour Eiffel, en fait c'est ça, avec une petite veste Chanel. Exactement. Mais qui se retrouvent donc en Afrique et qui sont là encore en vase clos. Finalement, il y a un côté, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent, donc on peut être assez impressionné de l'âge des employés et même des dirigeants qui sont souvent assez jeunes. Et je pense que c'est une partie de la force de la Chine aussi en Afrique. C'est beaucoup de jeunes, je dirais des jeunes d'un long pour les dirigeants. Oui, ils s'adaptent. Des entreprises qui s'adaptent très vite, mais pour la majorité, donc qui viennent juste de sortir de l'université, ils se retrouvent sur un chantier finalement dans les mêmes conditions qu'ils vivaient à l'université, c'est-à-dire en dortoir, avec des activités, avec le karaoké le samedi, avec des choses... Ouais. Et donc, à Libreville, il y a quand même une forme de liberté. On ne vit pas entièrement quand même confiné dans son compound. Pas confiné, mais toutes les sorties doivent être en rapport avec le bureau ou doivent être acceptées par le supérieur hiérarchique. On ne sort pas comme ça en disant... Bon, alors vous êtes complètement affranchi, en revanche. Non, pas tellement. Je demande beaucoup avant de sortir. Vous êtes allé goûter aux drogues locales, alors c'était le Bouiti, c'est l'Iboga. L'Iboga. C'est ça, vous avez fait l'expérience du voyage
hallucinatoire qu'on vit dans l'initiation dans la forêt. L'initiation au bouti. J'ai pas l'impression que ça vous ait laissé un souvenir formidable quand même. Hein. C'est pas une expérience agréable, c'est pas fait pour l'être, je pense. Ouais. Mais c'est une expérience très, 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 très intéressante. Enfin, pas de séquelles. Faudrait demander à ma femme, parce que peut-être que je m'en rends pas compte. Mais vous lui direz de nous écrire. Et vous le recommenceriez, ça? Je sais pas. Je pense pas que ma femme me laisserait faire une deuxième fois, en tout cas. Mais Bon, alors vous avez en même temps, avec un cynisme absolument extraordinaire, je ne sais pas si vous réalisez, vous mesurez le poids de ce que peut savoir moralement répréhensible, vous racontez la corruption à laquelle s'habituent, se livrent, organisent vos employeurs avec les autorités locales. Oui, alors, j'ai pas eu l'occasion de vraiment comparer avec une entreprise française. J'imagine que le milieu du BTP est quand même très sujet à ce genre de choses, parce que c'est des sommes d'argent absolument extraordinaires. Une légende. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une pratique qui est vraiment au quotidien, où finalement, on a du mal à séparer la voie qui part du cadeau et qui va jusqu'à la corruption, je dirais. Oui. Mais vous expliquez qu'en fait, c'est une question finalement, c'est une approche philosophique. Hein. Le ministre, finalement, qui facilite les choses, ne fait pas tellement la distinction entre ses intérêts personnels et ses intérêts. C'est l'harmonie qui prévaut. On va dire ça comme ça, oui, je pense que c'est une société de l'harmonie. Oui. Mais je pense en même temps qu'effectivement, ça vient aussi de millénaires d'administration, et un pays géré par une administration très forte depuis plusieurs L'harmonie millénaires. passe par un système de domination savamment orchestré. C'est la vision du monde que proposent les nouvelles routes de la soie, des États interdépendants qui acceptent de suivre un État dominant sur la route du développement. Tout est dit là. Eh bien, c'est la question que je me pose. En fait, on a deux modèles. Donc, après, on a des sensibilités, mais est-ce qu'on doit chasser le modèle chinois du revers de la main, ou est-ce qu'on peut l'envisager comme quelque chose de valable? Et effectivement, il propose quelque chose, un autre système qui n'est pas qui est fondé sur peut-être un multilatéralisme un peu différent que celui qu'on propose en Occident, et qui s'appuie sur une domination de la Chine, clairement. Bon. Le réalisme, alors vous expliquez qu'effectivement les Français, en l'espace de 40 ans au Gabon par exemple, puisqu'on parle du Gabon, on aurait pu parler aussi du Congo, vous avez une expérience au Congo. Les Français, depuis l'indépendance, il y a 60 ans, ont construit 1 millier de kilomètres de routes simplement, et que les Chinois en quelques années en ont fait 800 de plus. Hein. Oui. Est-ce qu'elles sont de la même qualité ? Alors bon, je pense qu'elles sont effectivement pas de la même qualité, mais après c'est aussi la force des entreprises chinoises qui sont capables à la fois de proposer un produit à la somme, à la hauteur de la somme investie. Ce que les entreprises françaises sont pas forcément capables de faire. On fait de la qualité, mais on n'est pas forcément capable de faire. Alors, vous qui étiez blanc parmi les Asiatiques, travaillant en Afrique, français en même temps dans une ancienne colonie française, comment est-ce que vous avez vu les expatriés français? Je les ai peu vus, en fait. Je les ai très peu vus en dehors de nos partenaires, de ceux qui travaillaient avec l'entreprise, non, je les ai très peu vus, donc j'aurais pas. C'est difficile pour moi de me faire une idée des expatriés. Votre couverture sociale, vos problèmes de retraite, vos néants, hein. On n'est pas du tout dans le. Vous êtes parti avec un pactage très léger quand même. Hein. Oui. Un contrat. Vous aviez pris les quelques ouvrages qui vous importaient, mais pour le reste, il n'y avait aucune prévoyance, aucune sécurité, aucune. Oui. Ça valait, le contrat valait ce que valait votre diplôme de physique-chimie. Exactement, je pense que c'est ça. Oui. Tout est entièrement faux. Votre livre est vrai, vous êtes vraiment allé en Afrique, hein, vous le jurez. Vous vous appelez vraiment Vincent Robin Gaziti. Hein. Oui. C'est un nom étrange.
pour un C'est Angevin? parce que ma mère est hongroise en fait, donc je suis franco-hongrois. Ah, voilà. On y croit. On croit vraiment ce que vous dites. Bon, moi je recommande fortement ce livre parce que c'est un bonheur de lire. Et puis en plus, surtout, c'est plein de fantaisie, c'est plein de trouvailles, c'est plein d'intelligence. C'est un voyage en première classe sans quitter le confort de son fauteuil. C'est tout ce qu'on aime. Bien sûr, ça vaut vraiment le coup. Merci à vous. Vincent Robin Gaziti, un Français en Chine-Afrique, Max Milo. Et aujourd'hui, vous allez écrire un livre, vous continuez à prendre des notes, vous allez écrire un livre sur vos tribulations aux Philippines? Je suis sur d'autres projets. J'écris un livre pour ma fille, du coup, mais Sur votre sur ma fille. quel âge? Elle a 3 ans et je lui raconte, je mens encore effrontément et je lui raconte l'histoire de nos ancêtres mongols qui n'ont probablement pas existé. C'est une chaîne d'actualité où, en revanche, les investissements de la Chine en Afrique, c'est bien réel. Et la vie à l'intérieur de ces communautés, elle est bien racontée ici. Merci à vous. Ainsi va le monde. Et l'info continue sur Télé Sud.